Bonjour, bonjour à toutes et tous. Donc peut-être avant d'accueillir nos deux invités, Patrick Braouzek et Stéphane Troussel, je vais me permettre d'ajouter quelques mots à cette très belle mise en perspective que nous a proposée Pierre Zambry sur cette histoire de la planification de cette région capitale, hein, qui, il l'a rappelé, en réalité est une histoire aussi de polycentralité. Et nous avons justement un chantre de la polycentralité ici présent, Patrick Braouzek, qui l'a présenté sous une image fleurie, celle de la marguerite, mais nous y reviendrons dans quelques instants. Je tiens en effet je dirais, souligner l'importance des mots et de ce qu'ont pu nous dire Madame la directrice de l'École nationale des Chartres, Monsieur le président du CTS, sur l'importance des sciences humaines et sociales pour saisir les enjeux du temps présent, mais aussi pour déconstruire les images, et souvent, plus encore, les images stigmatisantes de ces périphéries suburbaines, de ces banlieues populaires, de ces quartiers populaires qui sont pourtant aussi l'histoire de ce pays. Et c'est justement l'enjeu aujourd'hui dans cet échange que nous allons pouvoir avoir avec nos deux invités, de mettre un peu d'épaisseur historique, de la distance critique pour saisir les enjeux du temps présent. Peut-être quelques mots tout de même sur ce territoire singulier qu'est la Seine-Saint-Denis, où nous sommes aujourd'hui, qui est aussi ce territoire de pleine commune, de création plus récente, cet établissement public intercommunal, de coopération intercommunale fondé au début des années 2000, notamment et surtout par Patrick Braouzek. Mais quand même, rappelons que ce territoire a une longue histoire, elle a été soulignée. C'est un territoire incontestablement qui a connu, je dirais, on parlait de frontières, vous parliez de frontières, qui a connu je dirais, un bouleversement de ces frontières en 1964, avec la loi du 10 juillet 1964, qui marque une reconfiguration complète de la carte géopolitique et administrative de la région parisienne, avec, et c'est fondamental, la fin du premier Grand Paris. Ce premier Grand Paris qui avait pour territoire emblématique d'enracinement le département de la Seine, que certains d'entre vous ont connu, hein, et qui agrégeait, on l'oublie parfois, mais il agrégeait la capitale, ces 12 puis 20 arrondissements après l'annexion de 1860 et 80 communes que l'on appelait à l'époque la Seine-Banlieue, 80 communes qui formaient ce département capital, ce territoire capital appelé Grand Paris, département de la Seine. Donc un territoire administratif qui est nouveau, qui en 1964 va nous donner naissance à de nouvelles entités politiques. Vous les connaissez, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine, Paris qui est dissocié donc de sa banlieue après plus d'un siècle de liens liés à cette dynamique de métropolisation qui voit le jour au début du XXe siècle. Mais ce territoire de la Seine-Saint-Denis est aussi un territoire épicentre de l'industrialisation qu'évoquait Pierre Zambry. Nous sommes ici, à la plaine Saint-Denis, je dirais dans ce cœur, dans cet épicentre de l'industrialisation. C'est une des plus importantes zones industrielles d'Europe, ne l'oublions pas, durant ce premier XXe siècle, et même au cours du second XIXe siècle, jusque dans les années 1960. Un territoire aussi qui est né de l'immigration, de vagues successives de l'immigration, qui ont donné, je dirais, et ont nourri en quelque sorte le peuplement de la Seine-Saint-Denis d'aujourd'hui. Et c'est un territoire, peut-être et certainement en lien avec cette histoire des immigrations, qui a une très forte identité. Une identité sociale, une identité politique. On a pu parler de conscience de classe, de fierté en quelque sorte, d'appartenir à un territoire qui est souvent associé à la relégation, mais qui en réalité a pu être aussi le lieu, je dirais, de cristallisation de fierté. Un territoire composé de déracinés, mais qui, je dirais, en grandissant dans ce territoire, en vieillissant dans ce territoire, il trouve en quelque sorte aussi une reconnaissance sociale et politique. Et ça me paraissait intéressant de le souligner, puisque ce territoire, enfin, a aussi été un laboratoire.
un laboratoire d'innovation politique, d'expérience politique, d'acculturation politique. Nous penserons au socialisme municipal, avec ses terres emblématiques, Saint-Ouen, le Pré-Saint-Gervais. Nous penserons également au communisme municipal, qui vont donner l'un et l'autre forme aux villes rouges et à la banlieue rouge que nous connaissons encore aujourd'hui. Donc, une banlieue qui ceinture Paris, une banlieue qui aussi est le lieu d'innovation en matière de politique urbaine. Ces territoires, ce sont les territoires également des politiques sociales. Des politiques sociales, on l'oublie parfois, mais la place des colonies de vacances a été centrale. Elle a été centrale, elle a permis à des générations d'enfants d'ouvriers de connaître la mer, de connaître la campagne, de se ressourcer en dehors de la ville. Ce sont également, bien sûr, les centres de santé. On dépasse le dispensaire. Le dispensaire, souvent, relevait d'une institution de bienveillance. Le centre de santé, c'est l'accès à la médecine, je dirais, des spécialistes pour ceux qui, jusqu'ici, en étaient écartés. Ce sont enfin le logement social, cette grande aventure du logement social, et je suis ravi que ce territoire puisse envisager d'accueillir le musée du logement populaire. C'est enfin dans ces nouvelles politiques urbaines qui contribuent à, je dirais, à renouveler les logiciels d'action publique, la politique de la ville, les politiques de rénovation urbaine, qui vont aussi, bien sûr, avoir comme terre ou territoire d'expérimentation ces quartiers, ces communes de banlieue. Enfin, pour terminer, avant d'accueillir nos invités, je vais vous les présenter, ce territoire a connu plusieurs chocs, 3 chocs. Le choc de l'industrialisation, on l'oublie parfois, c'est tout simplement, imaginons, il faut l'imaginer, en l'espace d'une génération, 2, 3 décennies, un territoire à dominante rurale, dont la vocation première était une vocation nourricière, nourrir Paris, qui se transforme en un territoire industriel. Industriel et bien sûr qui s'accompagne d'un changement profond de sa sociologie urbaine. Le second choc est tout aussi important, il marque aussi une forme d'accélération de l'histoire, c'est la désindustrialisation. La désindustrialisation qui va incontestablement mettre à mal, je dirais, le modèle d'intégration que jusqu'ici nous connaissions. Et le troisième choc, Pierre l'a évoqué, c'est le choc de la tertiarisation. Tertiarisation, certes, qui permet à ce territoire de s'inscrire dans des dynamiques métropolitaines, mais qui laisse aussi une partie de ses habitants sur le chemin. On ne transforme pas, vous pouvez l'imaginer, un ouvrier en un cadre du supérieur qui viendra travailler dans cette économie de service, cette économie tertiaire. Donc justement, pour parler de ces grandes mutations, nous avons invité, s'ils sont d'accord, ils peuvent venir en face de vous, Stéphane Troussel et Patrick Braouzek. Alors je les présente rapidement. Patrick Braouzek, donc il est issu de la diaspora des Bretons. Il arrive en 1969 à Saint-Denis. C'est un instituteur. On a pu entendre que de nombreux instituteurs, aujourd'hui professeurs des écoles, enseignants, sont devenus des hommes et des femmes engagés dans la vie politique de ce territoire. Donc c'est un instituteur de Saint-Denis pendant une vingtaine d'années, affilié à cette histoire de la banlieue rouge que j'ai évoquée. Et c'est aussi un élu que l'on peut qualifier d'élu bâtisseur. C'est souvent ce nom qu'on reprenait pour évoquer les maires de la Troisième République. Un élu bâtisseur, donc député de Saint-Denis pendant près de 20 ans, maire de Saint-Denis et élu de Saint-Denis de 1983 à 2020, donc pendant plus de 36 ans. Et fondateur et président de Pleine Commune, l'établissement public que j'ai précédemment évoqué entre 2005 et 2020. J'ajoute que Patrick Braouzek, je le disais, a été vraiment un des élus qui, lorsque la métropole du Grand Paris est de nouveau inscrite à l'agenda politique,
va défendre une vision qui n'est pas une vision radioconcentrique, celle historique d'un Paris hégémonique, mais qui est au contraire une vision qui met à l'honneur, en quelque sorte, ces territoires de banlieue et qui rappelle que la centralité, elle peut être aussi en dehors de la capitale, et ça, nous y reviendrons certainement dans nos échanges. Et puis Patrick Braouzek a aussi contribué et défendu je dirais, l'arrivée du campus Condorcet, de notre campus Condorcet. François Ballaudet, notre président, nous a quittés, mais nous savons ô combien il est important dans nos vies de chercheurs. Stéphane Troussel donc, est président du département de la Seine-Saint-Denis depuis 2012. Élu du département depuis 2004 et c'est un enfant de ce territoire. Il est né à Saint-Denis et il va, je dirais, s'enraciner dans un territoire très proche de Saint-Denis, La Courneuve, où il est élève en Seine-Saint-Denis, donc à La Courneuve, où il est très tôt engagé dans des mouvements lycéens, dans des mouvements étudiants. Il découvre la politique et l'engagement politique aussi sur ce territoire. Et bien sûr, il va être aussi de ces élus qui tiennent à rappeler que ces quartiers populaires, en quelque sorte, sont essentiels, je dirais, dans les fondements même de notre République. Donc, pour terminer, et avant d'engager la discussion, et je vous soumets peut-être ces éléments de réflexion, ce qui me semble assez marquant dans vos parcours, et qui, à mon avis, éclaire l'histoire de ce territoire, il y aurait, à mon avis, trois singularités. La première, c'est l'autochtonie. Qu'est-ce que l'autochtonie? C'est la conviction que les ressources du territoire, les ressources que les femmes, les hommes tirent de ce territoire ou de leur territoire, constituent un capital social. Cela me semble vraiment important de le souligner, que finalement, ces territoires populaires sont des lieux de ressourcement et de reconnaissance. Deuxième caractère très singulier qui vous unit, c'est en effet un engagement pour des territoires qui, on l'a dit, Pierre l'a dit, je l'ai précisé également, ont connu des crises économiques, crises urbaines, crises sociales, que l'on va appeler aujourd'hui crise des banlieues, ghettoisation de ces territoires. Et ils ont au contraire, me semble-t-il, avec d'autres bien sûr, mais contribué ou sont efforcés de retourner ce stigmate, ou ces stigmates qui associent systématiquement ces territoires des banlieues populaires à la relégation sociale, à la relégation politique. Enfin, ce qui va bien sûr marquer je dirais, l'action de ces trois témoins, ce sont l'engagement dans des réalisations. Dans des réalisations qui reposent sur une pratique de la gouvernance basée sur des formes de compromis. On s'entend avec des gens qui ne nous ressemblent pas, qui ne partagent pas nos idées, mais dans l'intérêt de ces territoires et dans l'intérêt de ces habitants, on accepte en quelque sorte de concilier et de bâtir des projets qui vont au-delà du seul territoire de la Seine-Saint-Denis. Et puis surtout, à mon sens, vous œuvrez pour préciser que la centralité, elle est aussi suburbaine, elle est aussi populaire, elle est ici en Seine-Saint-Denis. Et on a évoqué le moment 1998 avec le Stade de France. On a évoqué, ou on évoquera peut-être aussi les JO 2024. Et enfin, Juliette Bonpoint, la directrice de Périphérie, ce grand projet autour de la capitale européenne de la culture 2028, marque aussi en quelque sorte une invitation à dessiner une Seine-Saint-Denis qui serait au contraire, je dirais, un modèle d'intégration autour de la culture et singulièrement des cultures populaires. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Patrick Braouzek et à Stéphane Troussel, peut-être avec une première question. Comment, parce que vous êtes sur ce territoire maintenant
pas tout à fait, si, un demi-siècle peut-être déjà, on peut le dire, et même plus. Donc, comment vous pouvez vous décrire les grandes mutations dont vous avez été les témoins et les défis rencontrés autour de ces grandes mutations? On a parlé de la désindustrialisation, on a parlé de la tertiarisation de l'économie, on a parlé aussi de la crise des banlieues. Est-ce que vous voulez réagir à ce que vous avez pu entendre? J'espère que oui, parce que sinon je vais être ennuyé. Oui. La question est vaste quand même, donc pour essayer de faire le lien entre nos histoires enfin en tout cas mon histoire personnelle et le territoire. Emmanuel l'a dit, moi je suis un pur produit de la Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire que je suis né à Saint-Denis, j'ai toujours vécu à La Courneuve et je me suis engagé politiquement sur ce territoire. Et donc c'est à la fois mon histoire personnelle, c'est à la fois l'histoire des banlieues et des mutations dans ces banlieues, et singulièrement une banlieue comme la Seine-Saint-Denis, très marquée tout à la fois par son histoire industrielle, mais aussi par une histoire, comment dire, contrastée avec Paris et dans son rapport à Paris. Et il se pose totalement différemment en Seine-Saint-Denis que vis-à-vis d'autres départements d'Île-de-France. Le rapport de la Seine-Saint-Denis, de cette banlieue avec Paris, n'a, de mon point de vue, rien à voir si on le compare avec d'autres départements franciliens, peut-être davantage avec le Val-de-Marne, mais en tout cas rien à voir avec la Seine-et-Marne ou enfin les départements de grandes banlieues, de grandes couronnes. Du coup, je me souviens plus de la question, Emmanuel, voilà, c'est ça. Oui, s'agissant de la Seine-Saint-Denis, elles sont connues. Elle est à la fois marquée par son histoire je le disais, de lien avec Paris. C'était les terres maraîchères et les terres agricoles nourricières de Paris, puis l'industrialisation qui va de pair avec, avec le développement des lignes ferroviaires. Puis, de fait, avec la désindustrialisation, à partir de la fin des années 70-80, un territoire profondément en crise et durablement en crise. Parce que si la Seine-Saint-Denis a toujours été ce territoire populaire, depuis longtemps, son industrialisation, et avec tout ce que permet l'industrie et le développement de l'industrie, l'industrie, ça va de pair aussi avec la promotion sociale, avec l'intégration républicaine, avec l'élévation sociale. Or, la désindustrialisation s'accompagne bien évidemment pour ce territoire populaire tu as employé le mot, Emmanuel, ghettoisation et aggravation des ségrégations. Et finalement, avec la réalisation, la construction du Stade de France et la redynamisation de ce territoire, et un peu le symbole de la redynamisation de ce territoire, s'enclenche une nouvelle dynamique, d'une certaine manière, qui se poursuit aujourd'hui avec la candidature aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Demain, je l'espère, l'accueil, la capitale européenne de la culture, mais aussi le développement des transports collectifs et ces 200 km de nouveaux métros autour de Paris, dont la Seine-Saint-Denis va faire un tiers des gares. Bon, et pour autant, cette redynamisation, ce redécollage de la Seine-Saint-Denis, un peu incarné, dont la première étape s'incarne avec le Stade de France et tout ce qui se passe autour de la redynamisation autour du stade, elle est aussi porteuse, disons-le, de contradictions. C'est-à-dire, j'ai presque envie de dire, d'approfondissement des écarts.
C'est-à-dire qu'il y a à la fois une redynamisation sur le plan économique, sur le plan urbain, sur le plan social, avec une diversification sociale qui se développe sur une partie du territoire, et en même temps une aggravation des poches de pauvreté, l'enquistement des difficultés et des écarts qui s'accroissent. Et c'est peut-être, pour les années qui viennent, et pour ne pas être trop long dans cette première réponse, mais peut-être le principal défi de ce territoire. C'est-à-dire que face à ces nouvelles dynamiques qui sont porteuses de transformations positives, comment on fait face à ce défi d'unifier, de rassembler et de porter une dynamique qui irrigue beaucoup plus largement, parce que en même temps qu'il y a ces dynamiques positives, il y a aussi ces affaiblissements, ces fragilités qui s'enquistent. Et je termine par là, il me semble que pour faire face à ces grandes contradictions et face à ces dynamiques justement un peu qui s'opposent à l'échelle de ce territoire, et pour pouvoir tenir tous les bouts de la chaîne, ça ne peut passer que par une réponse du service public au sens très large. Et c'est une grande difficulté, compte tenu de ce que sont et ce que sont devenus les services publics aujourd'hui, pas seulement à l'échelle de la Seine-Saint-Denis, mais finalement la réponse en termes de politique publique pour tenir les deux bouts de la chaîne et ne pas avoir ces écarts grandissants. Merci. Donc Patrick Braouzek, il m'a connu tout petit, donc je ne vais pas là me mettre à le vous voyez, mais ça me paraîtrait un peu étonnant. Donc lorsque tu arrives à Saint-Denis en 1969, Saint-Denis, pour vous donner l'image de cette ville industrielle ouvrière, a perdu 20 000 emplois industriels en l'échelle de 15-20 ans, entre donc, les années 60-70. Donc c'est vraiment une hémorragie. Il faut imaginer ce que peut constituer ce choc de la désindustrialisation. Je ne l'avais pas illustré par ce chiffre, me semble-t-il, significatif. Donc 1969, arrivé à Saint-Denis, voilà, quel est le Saint-Denis de 1969 et celui que finalement d'aujourd'hui. D'abord, bonjour à chacune et chacun d'entre vous, puisque je suis passé déjà tout à l'heure devant des gens sans leur dire bonjour, ce qui n'est pas très agréable. Alors, je ne suis pas parfait, moi je suis né dans le 92. Donc, il a fallu que je traverse la Seine, puisque mes parents habitaient à Asnières, et jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai donc vécu à Asnières, et puis ma première femme a fait un détournement de mineur, puisqu'à l'époque, la majorité c'était 21 ans. Et je me suis installé à Saint-Denis où j'ai enseigné, puisque j'avais fréquenté les beaux quartiers de Paris, puisque j'étais à l'école normale d'Auteuil, l'école normale d'instituteur d'Auteuil, à l'époque où on passait le bac à l'école normale, on y rentrait en seconde et nos études étaient payées. Et pour des enfants d'ouvriers comme moi, c'était la cerise sur le gâteau. Donc j'arrive en 69, comme tu l'as dit, square de Jeter, dans un immeuble privé, en faisant les annonces de François. Vous saurez tout sur ma vie. Les petites annonces de François. Et puis, je découvre d'abord un quartier, avec un comité de quartier, et je m'engage dans ce comité de quartier. Donc, la première militance que j'ai faite, moi, c'était au travers le comité de quartier, et puis, bien sûr, le syndicat national des instituteurs, PEGC, où je t'ai connu, parce que ta mère était aussi dans le même syndicat que moi, et elle t'amenait aux assemblées générales, ce qui devait être passionnant pour un gamin comme toi. Et puis j'ai commencé à militer au Parti communiste français. Et comme beaucoup d'élus à cette époque-là, on allait à la sortie des usines avec notre écharpe et en disant cette usine ne fermera pas, on va empêcher qu'elle ferme. Et 3 semaines après, ça c'était le pire des cas, 3 mois après, le meilleur des cas, elle fermait néanmoins. Et comme tu l'as dit, c'était 20 000, et puis ça a été plus que ça, parce qu'au milieu des années 80, on était à peu près à 40-45 000 emplois perdus sur ce territoire, avec tout ce que ça induit en termes de traumatisme urbain, puisque c'est les friches industrielles qu'on a connues et qu'on connaît encore un peu, et puis surtout des traumatismes humains. Comme l'a dit Stéphane, cette industrie avait structuré la vie de Saint-Denis, la vie du département. Elle structurait, elle permettait
oui, de se socialiser, de rencontrer des gens qui étaient différents de nous, etc., etc. Et puis là, donc, des gens qui se retrouvent bien souvent sans emploi et sans espoir. Et c'est là qu'en 1985, mon prédécesseur à la mairie de Saint-Denis a sans doute ce trait de génie. En tout cas, il dit c'est plus possible qu'on continue comme ça. Voilà. Et il crée avec Jacques Ralite, qui était le maire de Bouilleville, mon prédécesseur c'était Marcelin Berthelot, le maire de Saint-Denis, et avec Jacques Ralite et la maire de Saint-Ouen, Paulette Faust, il crée un syndicat intercommunal, premier syndicat intercommunal de la région Île-de-France, qui s'appelle la Pleine Renaissance, qui, comme son nom l'indique, a pour vocation de faire renaître ce territoire. Et on s'emploie d'abord à travailler sur un projet urbain avec des grands noms de l'architecture, avec et des urbanistes, avec Pierre Riboulet, qui est décédé, avec Yves Lion, avec Christian de Villers, avec Michel Corajoux, enfin des personnes qui ont beaucoup compté sur ce territoire pour ce qu'ils y ont apporté en termes d'intelligence et de perspective. En 1991-92, on publie le premier projet urbain, et c'est à partir de là que finalement l'histoire commence pour nous. Enfin, cette nouvelle histoire commence. C'est-à-dire que la Renaissance est enclenchée. On le fait avec les habitants, en travaillant avec des assises de la plaine, puis petit à petit, en développant au-delà de la plaine ces instances délibératives, ces instances en tout cas de concertation et de débat avec la population. Mais on veut aussi associer le monde de l'entreprise et je crée en 1992, puisque je deviens maire en 1991. En 1992, on crée avec un chef d'entreprise de Saint-Denis une association qui s'appelle Saint-Denis Promotion, qui est la première association patronale avec des élus, communistes de surcroît. Alors, je ne vous dis pas, place du colonel Fabien, je me suis fait taper sur les doigts. Mais le chef d'entreprise en question, il se faisait taper sur les doigts par le MEDEF, enfin le CNPF de l'époque. Mais on a considéré que c'était important de faire ce travail-là, d'y associer donc le monde de l'entreprise à ce renouveau du territoire, à cette renaissance du territoire. Alors l'étape suivante, ça a été effectivement l'arrivée du Stade de France et le développement que ça a généré. Alors c'est vrai que, et Stéphane l'a souligné, d'autres l'ont souligné ici, c'est que la tertiarisation, elle a des effets qu'indirects sur les conditions de vie de nos populations. Quand même des conséquences, quand même. Je dis indirectes parce qu'il y en a peu qui rentrent dans ces grandes entreprises. D'abord parce que ces entreprises, elles viennent avec leurs salariés, on ne va pas leur demander de licencier pour embaucher les gens du territoire. Mais au fil des rotations, et à partir du moment où on s'est donné aussi quelques outils, comme la charte entreprise-territoire, qui demande aux entreprises d'embaucher plutôt des gens du territoire plutôt que de les chercher ailleurs, on a permis d'inverser un peu des tendances. Je prends l'exemple de Generali. Quand Generali est arrivé au début des années 2000, il y avait à peu près 5% de gens qui travaillaient et vivaient sur ce territoire. Aujourd'hui, ils sont une quinzaine de pourcents. Donc, petit à petit, alors avec double mouvement, à la fois des gens qui ont été embauchés, puis des gens qui travaillent dans cette entreprise, puis qu'on considérait que ce serait mieux d'y habiter aussi, plutôt que de faire le pendulaire tous les jours. Donc c'est cette volonté qui nous a amené aussi à considérer que cette tertiarisation, elle était aussi bonne pour les populations, parce qu'on a quand même des gens qui sont diplômés et qui peuvent légitimement dire qu'ils ont le droit dans le travail de ces grandes entreprises. Et puis il y a tous les emplois indirects qu'on oublie souvent. Toute la surveillance, le gardiennage. Tant pis pour ceux qui l'ont déjà entendu, peut-être que c'est déjà été le cas, mais un des plus grands souvenirs que j'ai de cette histoire du Stade de France, c'est d'avoir reçu, juste au moment où la décision se prenait, 3 jeunes qui m'avaient demandé à me rencontrer et qui venaient de créer une société de gardiennage. Et ils me disent, nous, on veut garder le chantier du Stade de France. Alors je lui dis, ça dépend pas de moi, mais je vais vous mettre en relation avec le président du consortium. Et donc ils ont été reçus. Et puis quand je suis arrivé sur le chantier, la première fois que je suis arrivé sur un chantier avec ma Renault 19, la
personne qui a ouvert la porte du chantier, c'était un des 3 jeunes que j'avais reçu dans mon bureau. Ils avaient obtenu le marché. C'est une société qui s'appelle S3G et maintenant ils gardiennent Clairefontaine et la Fédération française de football. C'est dire qu'il y a eu beaucoup de choses positives à partir de ça. Donc cette mutation, elle est profonde, elle est encore inaboutie, parce qu'il y a tous les projets dont on a parlé. Peut-être une remarque par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure. On a beaucoup parlé de polycentralité. Tu sais, Emmanuel, que ça a été mon fer de lance pendant des années et des années dans le débat qu'on a eu dans la métropole du Grand Paris. On en est loin de cette polycentralité. Aujourd'hui, la métropole du Grand Paris est, à mes yeux, une aberration institutionnelle. Comment faire intercommunalité avec 101 villes, dont la plus grande fait plus de 2 millions d'habitants et la plus petite 6 ou 7 000. C'est une mascarade. On a cassé les polycentralités qui existaient et dont Pleine Commune était sans doute un des fers de lance. Mais on n'était pas les seuls. Il y avait d'autres communautés d'agglomération qui existaient et qui avaient fait la démonstration que la centralité pouvait être en dehors de Paris. C'est tout le débat qu'on a eu au moment quelque chose dont on ne parle plus, qui a été encore quelque chose d'éphémère, les contrats de développement territorial. Lorsque Christian Blanc, qui était en charge de ceci, m'a rencontré, enfin que j'ai rencontré Christian Blanc puisqu'il souhaitait en discuter avec moi, il m'avait proposé au départ un cluster des industries de la création et créer un établissement public. Il me demande qu'est-ce que j'en pense. Je lui ai dit, je ne suis pas d'accord avec le cluster, je ne suis pas d'accord avec l'industrie de la création et je ne suis pas d'accord avec l'établissement public. Donc il dit, bon, on n'a plus rien à se dire. Si je dis, au contraire, je n'étais pas pour le cluster parce que comme je n'étais pas pour un Grand Paris monocentrique, je considérais que dans notre territoire, il y avait plusieurs pôles de centralité, parce que ce cluster, il le voyait autour de Pleyel, autour de ce qui allait être la nouvelle gare du Grand Paris Express. Donc je considérais qu'il n'y avait pas eu un seul centre dans Pleine Commune. Il y avait le centre-ville de Saint-Denis, mais il y avait aussi le centre-ville d'Aubervilliers, il y avait d'autres centralités, il y avait des centralités autour de Paris 8, etc. Et je considérais qu'on ne pouvait pas non plus limiter toute la création, la culture, aux industries créatrices. Parce qu'ils voyaient bien ça autour de l'image, autour du cinéma, de la télévision. C'est vrai que nous avions un grand potentiel, mais on a aussi tout ce qui est culture éphémère. On a 2 centres de musique nationaux, on a le Festival de musique de Saint-Denis, on a Bartabas, on a l'Académie Fratellini, etc., etc. Et puis cette idée qu'on pouvait passer un contrat avec l'État de développement. Et c'est là que sont nés les contrats de développement territorial, où chacun s'engage finalement, collectivité locale et État, sur des objectifs partagés. C'était un peu l'idée qu'on avait avec Jacques Ralite au départ de cette histoire, quand on a créé Pleine Renaissance, et puis qu'ensuite on a développé cette idée autour du projet urbain. On n'a pas pu aboutir à cette époque-là. On avait abouti avec le CDT, mais tout ça, on n'en parle plus. On ne parle plus des contrats de développement territorial. Et puis, on a abandonné finalement le polycentrisme réel, c'est-à-dire comment créer des lieux de centralité reconnus et qui puissent affirmer qu'ils existent. On a, je ne sais plus lequel d'entre vous tout à l'heure parlait du sentiment de relégation qui peut exister. Il est très fort dans notre département. Je pense qu'il est encore plus fort dans des lieux aujourd'hui, en périurbain, dans le milieu rural, qui sont complètement déclassés. Je terminerai par cette anecdote-là. Il y a 3-4 ans maintenant, j'ai reçu Benoît Apparu, l'ancien ministre du Logement, qui est toujours maire de Châlons-en-Champagne. Et à un moment, je ne sais plus pourquoi, parce qu'il veut me parler de logement, il me dit « Mais quel est ton taux de chômage ?» Je dis 17% à peu près. Il me dit « J'en rêve. » Je lui fais « Pourquoi? T'en as combien ?» Il me dit « J'en ai 7%. Mais je sais que dans 5 ans, j'en aurai plus que 5, et dans 10 ans, j'en aurai plus que 2, parce que toute ma population active s'en va. » Ce qui m'a fait beaucoup relativiser cette idée de pourcentage finalement de chômeurs sur un territoire. Parce qu'il y a des dynamiques sur ce territoire-là qui n'existent plus dans d'autres territoires.
Donc cette idée de polycentralité, il faut la défendre, mais pas simplement qu'en région Île-de-France. Il faut la défendre sur tout l'Hexagone, sur toute la France entière, avec cette idée qu'il est important d'habiter dans un lieu qui compte. Et si le lieu qu'on habite ne compte pas, eh ben on ne compte plus rien. Pour rien, et qu'on ne compte plus. Et quand on ne compte plus, ben on essaye de montrer qu'on existe. Ça donne les gilets jaunes, ça donne l'abstention, ça donne les votes extrêmes. Ça donne en tout cas l'idée que si la République ne nous rattrape pas, eh ben, on ne la rattrapera, nous, en tant qu'individus, en tant qu'êtres, parce qu'on ne peut pas supporter de ne pas exister. Merci, merci Patrick Braouzek. Donc peut-être que Stéphane Troussel, on pourrait revenir sur cette Seine-Saint-Denis qu'on a tendance à voir comme uniforme, alors qu'en réalité, là on parle d'un territoire de la Seine-Saint-Denis, pleine commune, mais qui semble avoir connu une dynamique propre. Est-ce que vous pourriez davantage nous présenter avec toute la complexité ou les nuances de ce territoire de la Seine-Saint-Denis? Juste avant de répondre à la question, je voudrais faire le lien avec ce que disait Patrick à l'instant. Je pense qu'effectivement, malgré un certain nombre d'indicateurs et de réalités particulièrement difficiles sur le territoire, le taux de chômage, le nombre d'allocataires du RSA, la situation en matière de logement ou les difficultés en matière de sécurité, je ne crois pas que le sentiment de relégation sur le territoire de Seine-Saint-Denis se vivent, s'expriment, se traduisent de la même manière que certains territoires du périurbain qu'évoquait Patrick. Bien sûr que la vie à Clichy-sous-Bois ou à Sevran est certainement difficile, mais néanmoins il y a des perspectives. Je pense en particulier compte tenu de ce qui va tout changer avec le métro du Grand Paris Express et donc le rapport à d'autres centralités. Parce qu'aujourd'hui, quand vous imaginez vous déplacer depuis Clichy, Sevran, soit vers Paris, soit vers Pleyel, soit vers Roissy, en gros, il faut penser à utiliser une voiture, éventuellement des transports, des bus, mais tout ça vous prend au mieux 1h30. Quand vous êtes à une demi-heure de Pleyel demain depuis Clichy ou Sevran, ça change tout. Et que par ailleurs, quand bien même vous habitez la cité des 4000 à La Courneuve et quand vous ouvrez vos fenêtres, vous voyez le Stade de France, le Sacré-Cœur ou la Tour Eiffel, bien évidemment que votre rapport à la centralité n'a strictement rien à voir que celui que vous ressentez quand vous êtes dans le Loiret ou dans un village qui a tout perdu en termes de commerce, de services publics ou d'industrie. Et donc, je crois vraiment, au moment où on connaît de grands débats nationaux, et j'espère que, quels que soient les choix que les uns et les autres ont pu faire dans cette élection présidentielle et demain dans l'élection législative, face à ce qui a pu s'exprimer, de mon point de vue, et la question de l'aménagement du territoire, et la question de l'industrie, de la place de l'industrie dans notre pays, vont être deux sujets au cœur des 5 ou des 10 prochaines années qui viennent. Parce que sinon, il y a un certain nombre de phénomènes. Il suffit quand même de regarder, Patrick a terminé par là, sur le niveau de l'abstention ou celui réalisé par l'extrême droite dans un certain nombre de territoires, même si nous, en Seine-Saint-Denis, on a un effet un peu grossissant d'un certain nombre de dynamiques. Moi, je suis frappé par l'ampleur du niveau de l'extrême droite dans un certain nombre de territoires de notre pays, alors même que les sujets que j'évoque ici, liés à l'intégration républicaine, liés à la diversité, liés au phénomène d'insécurité, etc., sont absolument inconnus de ces territoires-là. Et donc si, en matière, encore une fois, d'aménagement du territoire, de place des services publics et de place de l'industrie dans notre pays, on ne se redonne pas des objectifs majeurs, y compris pour faire face à des questions qui sont devant nous, la transition écologique, le vieillissement de la population, et je ne vois pas comment on ne traitera pas ces questions-là
avec des politiques liées à l'aménagement du territoire, liées à l'industrie, liées aux services publics, je pense que notre pays va de nouveau au-devant de difficultés. Et du coup, pour faire le lien avec la question que posait Emmanuel, bien évidemment que je ne sais pas si on peut dire qu'il y a plusieurs Seine-Saint-Denis, mais oui, à l'évidence, les dynamiques qui sont ici à l'ouest, l'ouest de la Seine-Saint-Denis, j'ai l'habitude de dire maintenant, autour de Plaine Commune, c'est un peu la pointe avancée des dynamiques qui sont à l'œuvre sur l'ensemble du territoire de la Seine-Saint-Denis. Parce que c'est un peu la pointe avancée dans le sens où va se concentrer sur ce territoire de Plaine Commune, de Saint-Denis et de Plaine Commune plus largement, tout un tas d'investissements publics et privés qui doivent pouvoir tirer assez largement la dynamique sur un territoire beaucoup plus vaste. Donc il y a ce qui se passe ici autour de Saint-Denis et de Plaine Commune, avec à la fois des dynamiques économiques, des dynamiques urbaines, culturelles, sociales. Et là encore, j'ai envie de dire que compte tenu de ce qui va se passer dans les 10, dans les 15 années qui viennent, il n'y a pas d'autres territoires, on peut le dire de la Seine-Saint-Denis dans son ensemble, mais a fortiori de Plaine Commune, il n'y a pas d'autres territoires à l'échelle de la métropole du Grand Paris, mais j'ai presque envie de dire du pays tout entier, qui va concentrer dans les 10 ans autant de projets et d'investissements publics et privés. Et donc, si collectivement, élus, responsables d'entreprises, État, enfin l'ensemble de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, exercent des responsabilités, si collectivement on ne réussit pas sur le territoire, franchement, c'est à désespérer de la promesse républicaine, compte tenu de ce qu'on va y concentrer, à la fois en termes de moyens, de dynamique, de projets. C'est ici qu'on doit réussir pour finalement faire la démonstration que la volonté publique, la volonté politique, les choix budgétaires, financiers, d'aménagement, ça change concrètement la réalité des territoires et des gens qui y vivent. Donc il y a cette dynamique ici, mais cette dynamique-là, j'ai envie de dire qu'elle s'étend et elle se poursuit presque naturellement, compte tenu là aussi de la proximité géographique avec Paris, disons-le, autour d'Est Ensemble, de Montreuil, de toutes ces villes avec des dynamiques d'une autre nature, à la fois liées à l'évolution de l'habitat, liées je ne sais pas si c'est aux industries de la culture et de la création, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a autour de ce territoire beaucoup de lieux culturels, d'équipements, d'artistes qui s'installent et y compris qui créent de nouvelles filières économiques ou industrielles autour de ces projets-là. Et puis, il y a une Seine-Saint-Denis, on va dire à la fois plus résidentielle, mais aussi marquée par d'anciennes emprises industrielles qui, de mon point de vue, doivent justement pouvoir, bien sûr, je pense à ce qui se passe autour d'Aulnay et de l'ancien site de PSA, mais aussi avec le secteur plus tertiaire autour de Noisy-le-Grand, donc toute la partie est, nord et sud de la Seine-Saint-Denis, nord-est et sud-est, qui sont un mélange à la fois de tissus d'habitat à la fois privé, diffus et aussi social, collectif, résidentiel, mais donc aussi beaucoup de tissus économiques qui peuvent, là encore, montrer qu'il y a des potentiels de développement. Je pense notamment au développement industriel tout à fait important. Et du coup, c'est l'ensemble du territoire séquano-dionysien qui, de mon point de vue, est inscrit dans cette dynamique. Et je termine par là. Il est un fait, à mon avis, que, en dépit de toutes ces évolutions, qu'elles soient économiques, urbaines, sociologiques, de transport, il y a une dimension qui demeurera, quelles que soient les évolutions, c'est qu'à l'échelle métropolitaine, et vraisemblablement pour encore longtemps, parce que malgré tout, même s'il y a des phénomènes de gentrification, il y a aussi les tendances que j'évoquais tout à l'heure, d'enquistement, de fragilisation qui se retrouvent dans l'habitat. Ce territoire, il conservera, j'ai presque envie de dire que quoi qu'on fasse, quoi que les uns et les autres fassent, il conservera cette dimension d'être le lieu un peu territoire d'accueil et intégrateur, permanent, perpétuel,
de la métropole francilienne. C'est-à-dire que quand quelqu'un débarque soit de sa province, soit du reste du monde, eh bien, il y a toujours à l'échelle des grandes métropoles européennes ou mondiales des lieux qui, par la nature de leur habitat, par la sociologie de la population, par leur histoire, eh bien, sont un peu le lieu qui joue ce rôle-là. Et je pense que pour toutes ces raisons, la Seine-Saint-Denis le demeurera très longtemps. Et il faut en faire une force. Il faut en faire, et ça, je crois que c'est un élément un peu singulier à l'échelle de la métropole du Grand Paris et de l'Île-de-France. Il faut en faire une force, il faut en faire un atout à un moment où, moi, je suis persuadé que, compte tenu de ce qui se passe un peu partout sur la planète, compte tenu des défis climatiques qu'il va y avoir à affronter, disons-le aussi, compte tenu d'un certain nombre de conflits et de guerres à l'échelle de la planète, les mouvements de population ou de l'explosion démographique en Afrique, les mouvements de population vont continuer de se développer et encore une fois, compte tenu de ce que nous sommes, eh bien, la Seine-Saint-Denis demeurera longtemps ce territoire d'intégration et donc ça a des conséquences sur les politiques publiques qu'on doit mener, sur ce que nous devons obtenir, sur ce que nous devons faire, sur y compris les politiques d'État qui doivent évoluer pour affronter ces questions-là. Et ça, de mon point de vue, c'est encore devant nous aussi. Merci. Donc, en fait, on est déjà dans le troisième temps, hein, qui est celui de la projection des grands défis. Donc, Patrick Braouzek, justement, ces grands défis. On parlait de la candidature de Saint-Denis. Parmi un de ces symboles de cette candidature, mais qui ne la résume pas, il y a la question de la flèche de la basilique de Saint-Denis. Mais justement, ça montre que Saint-Denis était déjà une centralité, en quelque sorte. Hein, c'était cette nécropole royale, hein, ce lieu de l'invention du gothisme. Donc, de l'art gothique, est-ce que tu veux à la fois réagir, en tout cas nous dire comment tu vois la Seine-Saint-Denis et ces grands défis qui l'attendent? Bon, si tu veux, je vais dire un mot de la flèche, un peu anecdotique, mais encore que. D'abord, on l'a pas dit, il y a quand même un lien très très étroit. Enfin, quand je dis que si je t'interromps parce que c'est vrai qu'on peut avoir du mal à imaginer qu'un ancien maire communiste défende l'élévation d'une flèche. Donc justement, c'est un peu provocateur. Voilà. Alors je vais y revenir. Mais avant, l'histoire de France et l'histoire de Saint-Denis sont intimement liées. Tu l'as dit, premier monument gothique, alors même plus que l'histoire de France, parce que là c'est une histoire de l'architecture, c'est la basilique de Saint-Denis. On oublie que les grandes foires agricoles, plus qu'agricoles d'ailleurs, les foires médiévales, dont le dernier vestige sont les puces de Saint-Ouen, c'est la foire du Landy. Donc au moment où l'Europe est commerçante, un des lieux principaux de ce commerce, c'est Saint-Denis. C'est ensuite tout le passé agricole de Saint-Denis et de la façon dont la plaine va aussi irriguer la France entière. Et puis, c'est la révolution industrielle, et comme tu l'as dit tout à l'heure, Emmanuel, tu disais que c'était un des plus grands, c'était même avec le bassin de la Roure, le plus grand bassin industriel européen, cette plaine Saint-Denis. Et puis il y a cette nouvelle mutation. Donc moi je dis qu'on va encore être, sans doute, un des territoires intimement liés aux mutations plus importantes, plus grandes au niveau national. Et avec une des caractéristiques que Stéphane a évoqué, c'est-à-dire le fait qu'on va rester une terre d'accueil, une terre cosmopolite, une terre de mélange. Alors, en plus de tout ce que tu as dit, qui sont les raisons finalement de cette arrivée et de cette résidentialisation de ces populations, il ne faut pas oublier que c'est aussi la proximité de l'aéroport.
Si Marseille a été une ville avec une très forte immigration au temps du bateau, il est assez naturel qu'au temps de l'avion, ça soit notre territoire, le plus proche finalement de Roissy, à part la campagne de Seine-et-Marne, qui accueille ces résidents. Moi, j'ai un souvenir, maire de Saint-Denis, quittant mon bureau, arrivant sur le parvis de la mairie, je tombe sur un monsieur qui parlait un peu anglais et qui avait un bout de papier dans la main. Et sur ce bout de papier, il y avait le nom d'un médecin et l'adresse de la maison du centre de santé de La Plaine. Voilà. Le gars, il arrivait avec son baluchon, avec ce bout de papier, parce qu'il y avait quelqu'un qui lui avait donné l'adresse d'un médecin au centre de santé de La Plaine-Saint-Denis. C'est dire que il y a cette attractivité, comme tu l'as dit, Stéphane, elle va durer longtemps. Alors comment ce qui, bien souvent, pour certains, est considéré comme un handicap, on le transforme en un atout. Comment on fait en sorte que ce côté cosmopolite, le fait que les gens qui arrivent, ce sont souvent des gens qui ont peu de ressources, qui sont dans une grande pauvreté, on arrive finalement à faire en sorte qu'ils arrivent à bien vivre sur ce territoire. C'est tout le défi qu'on a dans les années qui viennent. Il ne faut pas se raconter d'histoire. On a sans doute de beaux atouts, parce que le fait que, comme l'a dit Stéphane, comme ça a été dit par d'autres, par Cathy, c'est des milliards d'euros qui vont être investis par le public et le privé sur ce territoire. Donc comment faire en sorte que la population existante, la population qui viendra s'ajouter à celle qui existe déjà, puisse bénéficier de toutes ces retombées économiques? Je crois que c'est aux élus, mais pas qu'aux élus. Moi, je suis convaincu que c'est dans un vrai PPPP. Enfin, pour moi, il y a 6 P. Ce n'est pas le PPP qu'on a connu, hein, et dont on est devant des enfants du PPP, là. Mais un vrai partenariat public, privé, population pour la planète. C'est pas simplement que les élus, c'est les gens, et puis ce sont tous ceux qui ont des responsabilités dans ce pays qui doivent aussi prendre à bras-le-corps ces défis qui sont devant nous. Parce qu'il y a les défis sociaux, il y a les défis climatiques et environnementaux, et on n'est pas au bout. Voilà. On n'est pas au bout d'autres qui auraient dit il y a 4 mois qu'on connaîtrait la guerre en Europe. Voilà. Et je pense qu'on n'est pas encore au bout de nos surprises dans la folie humaine et dans ce qu'elle peut engendrer aujourd'hui à l'échelon planétaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, au contraire, il faut se retrousser les manches, mais dans ce rapport intelligent entre les élus, la population, des gens qui ont des responsabilités dans ce département comme ailleurs, et puis faire en sorte effectivement qu'on obtienne une véritable reconnaissance du rôle que joue un territoire comme le nôtre. Moi, je reste convaincu que nos cités, le territoire, enfin le département de la Seine-Saint-Denis, est peut-être un des derniers ascenseurs sociaux qui existent. Le nombre de jeunes que je peux rencontrer, moi, que j'ai connus, scolarisés ici, parce que je les ai eus dans ma classe, ou parce que je les ai connus ailleurs, et qui sont sortis, comme on dit, qui ont réussi leur vie. Alors réussir sa vie, c'est pas devenir Mbappé, footballeur professionnel. Ce n'est pas devenir, je ne sais pas quelle vedette de cinéma, parce que j'en connais pas beaucoup de la nouvelle génération, mais réussir sa vie, c'est avoir un métier, je dis bien un métier, pas un emploi. C'est-à-dire un savoir-faire, une compétence qui est reconnue et pour laquelle on va pouvoir effectivement construire sa vie. Puis avoir une famille, enfin, etc. Puis avoir de la culture. Voilà. Alors peut-être la basilique et puis la capitale européenne de la culture, en 3 mots. Pourquoi d'abord, c'était une histoire qui a été portée dans un premier temps par un ancien maire communiste, Marcelin Berthelot, en 1987-88, avec cette idée que cette basilique, elle était quand même
d'abord, c'est un patrimoine national et qu'elle représentait quelque chose qui pouvait fédérer les gens. Voilà. Et puis, il ne nous paraissait pas logique que tout un tas de monuments aient été reconstruits et que cette basilique, personne ne s'en était occupé et avait considéré que ça valait le coup de remonter sa flèche originelle. Voilà. On a bien remonté le Parlement de Bretagne quand elle a brûlé. Depuis un certain temps, de faire une trentaine d'années, et de plus en plus régulièrement maintenant, je suis aux confins de la Touraine et j'ai revu le château de Chinon se reconstruire. Voilà. Alors qu'on nous disait que c'était pas bien de reconstruire les monuments, hein, la charte d'Athènes, etc., etc. Voilà. Donc on a pris on a considéré que ça pouvait être fédérateur finalement au niveau de notre collectivité locale et puis au niveau de ce qui peut aussi avoir une répercussion au niveau national, une importance nationale. Et si elle est reconstruite, ben, j'en serais très, très content et on va, je pense, y arriver petit à petit. Et puis, capitale européenne de la culture, Saint-Denis est sans doute la ville de banlieue qui est la plus emblématique de cette diversité culturelle, qui à la fois je dirais des cultures classiques, mais aussi, n'oublions pas que Saint-Denis, c'est là où est né le hip-hop. Pour les plus anciens, certains se rappellent peut-être d'une émission de télévision avec Sydney, qui a commencé à répéter dans le sous-sol de la maison de la jeunesse, place de la Résistance à Saint-Denis, NTM, n'est-ce pas, Marco, enfin, tous ces arts nouveaux, quelque part, sont nés bien souvent sur ce territoire. Et puis, il y a ce foisonnement, finalement, d'équipements culturels, là aussi avec des volontés politiques. N'oublions pas que les théâtres ont pullulé dans les municipalités communistes pendant plusieurs années, avant que ça devienne aussi défendu par d'autres couleurs politiques. Mais le théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, le théâtre de la commune à Aubervilliers, ça a été des fleurons, et ça reste des fleurons cette diversité culturelle. Donc oui, il y a de bonnes raisons pour que Saint-Denis soit capitale européenne de la culture en 2028, avec d'autres villes qui accompagnent Saint-Denis, bien sûr, il n'y a pas que Saint-Denis. Merci. On avait prévu une table ronde courte. Hein. On a dit qu'on s'arrêterait à 16h, donc il est 16h. Mais peut-être une dernière question un peu... Oui, si encore, parce que il a été question de mettre un terme à l'histoire de la Seine-Saint-Denis à un moment donné. Il était question en quelque sorte de renouer peut-être avec cette expérience passée du Grand Paris, hein, qui reposait sur une seule entité politique, l'ancien département de la Seine. Alors l'histoire ne se répète pas, bien sûr, mais aujourd'hui, quel est votre regard sur la place de ce département de la Seine-Saint-Denis dans cette région capitale, avec une métropole du Grand Paris que Patrick Braouzek interrogeait sa légitimité aujourd'hui? Alors, deux choses. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais je voulais quand même revenir sur à la fois la basilique et la culture. D'abord, je trouve qu'il y a toujours en banlieue, et c'est particulier en Seine-Saint-Denis, une question de fierté. Il y a c'est un sujet qui est très important pour les habitants en général, la fierté par rapport à son territoire. Et disons-le, c'est quand même parfois ce qui a manqué à la banlieue, et en particulier à des villes comme les nôtres. Et bien évidemment que tout un tas de projets, et de ce point de vue, là encore, moi je suis toujours frappé par la basilique, sa place qu'elle occupe physiquement à Saint-Denis, et pour autant, au fil des années, je trouve, alors que justement c'est un élément, y compris dans le rapport avec Paris, historiquement, une forme de concurrence entre Notre-Dame et la basilique de par les siècles. Et pourtant, peut-être que c'est lié à l'histoire de notre territoire, le fait qu'il y a un renouvellement permanent des populations, eh bien, l'appropriation
de la population de la Seine-Saint-Denis par rapport à ce bâtiment, à ce monument, finalement, est sans commune mesure avec le rapport qui peut être celui qui existe entre les habitants et la cathédrale de Reims, par exemple. Bon. Et donc, bien évidemment, et c'est en ça que le projet qu'évoque Patrick et l'intuition, finalement, de Marcelin Berthelot et de ses successeurs, Patrick Braouzek en particulier, de faire de ce projet un élément particulièrement important, effectivement, contribue à redonner de la fierté. Mais, et de ce point de vue, des grands éléments comme celui-là, mais aussi de l'appropriation culturelle, ce qui structure positivement la vie du territoire, doit permettre de redonner de la fierté au territoire et à ses habitants. Et donc ça fait le lien avec la question que tu posais. Bon, moi, je ne sais pas si j'ai une position, je ne sais pas si elle est singulière ou où j'essaye de me sortir comment dirais-je, de mon rapport à l'institution que je préside. Moi, je considère, c'est ce qui faisait que, de ce point de vue, Patrick et moi, on avait des points communs, quand bien même nous pouvions, du point de vue des institutions que nous présidions, avoir des intérêts divergents. Moi, j'ai le sentiment quand même, quels que soient les débats qu'on peut avoir, qu'il y a une spécificité de la zone dense. Voilà. Oui, la réalité du fin fond de la Seine-et-Marne et des Yvelines, c'est pas la même, de tout point de vue, que Paris et les 3 départements de la Petite Couronne. Et que les dynamiques qui sont à l'œuvre ici à Saint-Denis, à Pleine Commune, bien évidemment que la dimension du lien avec Paris se pose totalement différemment que, encore une fois, Saint-Quentin en Yvelines ou je ne sais quel autre territoire des départements de Grande Couronne. Donc oui, il y a une spécificité de la zone dense. En disant ça, je ne réponds pas forcément à ta question sur l'organisation, mais et c'est ce qui m'a fait, en dépit moi, tu l'as dit, je suis de la Courneuve, j'ai plaidé très vite pour que ma ville, elle rejoigne la dynamique qu'il y avait autour de Saint-Denis et de Pleine Commune, et qu'il y avait quelque chose là de la dynamique autour du Stade de France qui permettait d'irriguer le développement des villes aux alentours, donc il fallait participer de cette dynamique-là. Et encore une fois, j'essaye de m'extraire du fait que je suis président du département. Mais tant que Paris et les frontières de Paris feront qu'il y a au cœur de la zone dense, excusez-moi, un truc, Anne Hidalgo n'est pas là, mais un truc qui s'appelle Paris, qui fait 2,5 millions d'habitants et qui a renforcé au fil des ans, y compris avec la loi récente, mais son statut particulier, unique, qui est à la fois ville, département, territoire, qui fait 2,5 millions d'habitants, qui concentre la richesse, qui concentre... que voulez-vous, si on veut justement faire émerger autour des pôles de centralité, il faut qu'on ait des institutions un tout petit peu puissantes. Et donc, malgré tout, malgré ses défauts, malgré un certain nombre de choses, quand j'ai une institution départementale qui fait aujourd'hui 1,6 million d'habitants, peut-être demain 1,8 million, quand Paris n'en fera plus que 2 millions ou 2,1 millions, je ne dis pas que je parle totalement d'égal à égal. Mais en tout cas, le rapport de force, le lien avec Paris se fait de manière différente quand il y a le malheureux, et il n'est pas là non plus, président ou présidente du territoire de Grand Paris Grand Est, qui réunit 13 villes, je crois, 14, qui ne veulent pas partager, qui ne veulent pas s'unir, qui ne veulent pas s'intégrer et qui veulent chacune défendre leur petit clocher communal. Eh bien, ça ne permet pas de faire émerger des centralités autour de Paris. Donc, dans les débats actuels, même si je pense, moi, qu'il faut que, face à l'émiettement communal, il faut à nouveau réautoriser les communes à faire de grands ensembles autour d'elles, mais de manière volontaire, dès lors qu'elles sont unies par une vraie vision et un vrai projet de territoire. Mais encore une fois, tant qu'on aura les frontières de Paris et ce statut un peu singulier, unique, qui donne des pouvoirs considérables à Paris, bien oui, malgré tout, les départements autour de Paris, ils permettent de peser face à la dynamique parisienne.
Ouais, je vais répondre un petit peu, pas complètement d'accord, mais non, je vais revenir sur deux, trois choses. D'abord, les centralités, ça bouge. Rappelons-nous qu'au Moyen-Âge, Paris n'était pas connu, on disait Paris près de Saint-Denis. Parce que le rôle de l'abbé Sugère était très important dans l'organisation politique. Alors peut-être qu'un jour, qui sait, on reviendra aux origines, hein, et Paris près de Saint-Denis. Deuxième chose, c'est par rapport à ce que disait Stéphane sur cette idée de fierté. Fierté, peut-être pas jusqu'à fierté, mais au moins l'estime de soi. Au moins l'estime de soi. C'est-à-dire que c'est important d'être dans un territoire qui est reconnu et dans lequel on considère que on va pouvoir mener sa vie, quoi. Et si le territoire est considéré, eh bien, on a une autre estime de sa propre personne. Ouais, franchement, j'ai connu un avant et après le Stade de France. Avant, nos banlieues, c'était Jacques Ralite qui le disait, hein, c'était les commodités de Paris, les communs de Paris. Tout ce qu'on ne voulait pas dans Paris intramuros, on le mettait dans les banlieues, et pas n'importe quelle banlieue, les banlieues populaires. On a eu, nous, pendant des années et des années, le dépôt des pavés de Paris à la Plaine. Alors, en mai 68, ça nous a aidés, mais en dehors de ça, c'était quand même... Et puis tout ce dont on ne voulait pas Paris, c'était en banlieue. Et là, d'un seul coup, on décide que le Stade de France sera construit, enfin, le grand stade à l'époque sera construit à Saint-Denis. Et je peux vous dire que pour les gens, ça a été un déclic. On est digne de recevoir un équipement à vocation internationale. Pour la première fois, nos banlieues. Moi, j'avais une partie de mes mômes qui était scolarisée dans l'école de leur mère, à la limite de Paris et du Pré-Saint-Gervais. Et juste après la décision du stade, je vais les chercher. Et je tombe sur un père d'élèves que je connaissais qui me dit « Ça y est, on l'a le stade ». Je le regarde, je lui dis « Mais attends, t'habites le Pré-Saint-Gervais ?» Oui, bien sûr. Mais c'est la banlieue. C'est la banlieue. La banlieue avait cet équipement. Et il y avait une reconnaissance, finalement, qu'on était digne de pouvoir l'accueillir. Donc, fierté, oui, et puis estime de soi. Je pense que c'est très, très important. Enfin, bon, pour répondre à ta question, département, pas département, comme métropole du Grand Paris. D'abord, on se heurte à une question qui est une sorte de serpent de mer, le fameux millefeuille institutionnel. Faut-il supprimer des couches? C'est toujours la question qu'on se pose. Moi, j'en suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait des couches en trop, parce que d'abord, il y a beaucoup de pays européens où les couches sont à peu près similaires. Le problème, c'est de savoir que pour les gens, il faut que ces couches soient bien identifiées, qu'on sache à quoi elles servent, et qu'il n'y ait pas une sorte de mélange entre les responsabilités des uns et des autres. Parce qu'à partir de là, on ne sait plus qui est responsable de quoi. On sait l'attachement qu'il y a aux communes. Ça, c'est quelque chose qui est sans doute fait partie de notre histoire, même s'il y a aujourd'hui des rapprochements, même des fusions de communes. Évry en a un bel exemple. Mais cet attachement, il est fondamental dans notre l'histoire de France. Je suis, comme Stéphane, convaincu qu'on ne peut pas être simplement dans la défense de clocher, quoi, et de son petit local qui devient vite un bocal. Voilà. Et que l'intercommunalité a aussi cette vocation de faire en sorte qu'on regarde ce qui se passe à côté et qu'on partage les choses ensemble. Moi, c'était la grande leçon de Pleine Commune. Avec 9 villes de couleurs politiques différentes, des communistes, des socialistes, des mairies de droite, une mairie de Europe Écologie Les Verts, on a réussi à travailler ensemble sur du consensus fort, quoi. Pas le plus pli des dénominateurs communs, mais en se disant, voilà, on est plus fort ensemble. Et c'est vrai qu'on était plus fort ensemble. On n'aurait jamais obtenu tout un tas de choses si on n'avait pas parlé de la même voix.
Campus Condorcet, par exemple, mais il n'y a pas que ça. Le petit bout de tramway qui va jusqu'à Villetaneuse ne l'aurait jamais eu s'il s'était battu tout seul dans son coin. C'est parce qu'on l'avait porté ensemble au niveau de l'agglo. Qu'il y ait un statut particulier, en tout cas une histoire particulière à la zone dense qu'évoquait Stéphane, oui, mais il n'y a pas besoin de créer une métropole institutionnelle pour ça. On pourrait avoir une fédération des établissements publics qui reprennent leur caractère de PCI, avec les 12 communautés d'agglomération et la ville de Paris, et on aurait le lieu où on pourrait ensemble discuter, travailler et puis tirer un certain nombre de perspectives. Et les départements, dans cette histoire-là, peuvent continuer à exister et à travailler. Là où je rejoins Stéphane, moi, je n'ai jamais opposé l'intercommunalité et le département. Et par contre, il ne faut pas se faire une sorte d'objectif à tout prix d'enlever une strate à ce fameux millefeuille institutionnel. Donc oui, le département de la Seine-Saint-Denis a sans doute encore de bonnes années devant lui ou devant elle. Je ne sais pas si elle est féminine ou masculine, cette Seine-Saint-Denis. Mais en tout cas, elle doit rester ce qu'elle est. En 1995, on avait sorti un programme municipal, Saint-Denis, une ville populaire, solidaire et dynamique. Et ben, il faut que ce département continue à être populaire en y accueillant les populations, même les plus en difficulté, solidaire et dynamique, c'est-à-dire porteur effectivement de perspectives et d'espoir. Merci, et donc fier aussi, hein, fier de ce qu'il est. On l'a très bien entendu, donc on va remercier nos deux invités chaleureusement, et puis... Et je me permets d'ajouter d'abord qu'il faut aussi saluer le travail de l'association locale Mémoire Vivante de la Plaine Saint-Denis, qui donc présente dans le hall, vous l'avez peut-être vu, une exposition sur l'histoire de ce territoire si singulier. Et je voudrais aussi, à titre personnel, remercier Plaine Commune et surtout le département de la Seine-Saint-Denis et son président pour le soutien qu'ils accordent au projet de musée du logement populaire, qui est au croisement finalement de notre discussion, en tout cas des sujets que nous avons évoqués ici, hein, qui met en lumière cette histoire très riche des habitants de ces territoires. Donc merci à tous.